Introduction générale. Depuis plus de 60 ans, la fusion nucléaire contrôlée est envisagée comme l'une des voies les plus prometteuses vers une production d'énergie abondante, décarbonée et potentiellement durable. Pourtant, malgré des progrès considérables dans les dispositifs de confinement magnétique et dans les approches inertielles, le défi reste majeur. Le passage d'expériences de haute performance à un régime durablement stable et technologiquement exploitable est complexe. Les documents de travail rappellent explicitement cette contrainte par le critère simplifié de Lawson, N, T, Tau, E, ainsi que par le rôle central des pertes radiatives et du confinement énergétique dans l'évaluation d'un régime de fusion utile. Dans les approches classiques, le problème est généralement formulé comme un problème de confinement imposé. Les tokamaks et stellarators cherchent à maintenir le plasma par des champs magnétiques externes intenses et façonnés. Les dispositifs pulsés ou inertiels reposent sur des séquences de compression extrêmement exigeantes. Les scénarios aneutroniques exigent quant à eux des températures ioniques encore plus élevées et une maîtrise fine. Dans tous les cas, la fusion apparaît comme un problème de stabilité, de transport et d'instabilité magnéto-hydrodynamique. Elle pose aussi la question du coût de pilotage et de la robustesse du régime face aux instabilités. Les manuscrits insistent sur la nécessité d'un suivi en temps réel de grandeurs telles que le champ, la densité ou la phase. Ce travail part de l'idée qu'entre la physique fondamentale et la commande effective, il manque un niveau de description. Les diagnostics bruts sont nombreux et hétérogènes, parfois trop riches pour guider directement un pilotage en temps réel. Le cœur de ce manuscrit est de proposer un cadre effectif de lecture et de pilotage des régimes plasma, destiné à relier plus proprement diagnostic, stabilité, mémoire de régime, cohérence dynamique et effort de commande. Il s'agit d'introduire une couche de modélisation utile à l'interface entre l'observation et l'action. Ce cadre repose sur 4 objets principaux. Le premier est un indice de contrainte dynamique noté SF. Il synthétise le niveau global de difficulté de maintien d'un régime à partir de la structuration interne et des pertes. Le deuxième est un terme de mémoire lente noté DT, représentant l'accumulation progressive de fragilité, introduit pour représenter la contrainte lorsque le plasma demeure trop longtemps dans une zone de fonctionnement tendue. Le troisième est une commande K, une variable de pilotage permettant de relier la lecture du régime à l'effort requis. Elle représente l'effort de stabilisation nécessaire pour maintenir la cohérence dynamique du système. Le quatrième est l'introduction d'une synchronisation dynamique de type PLL pour la cohérence phase-fréquence. Les documents techniques donnent à cette logique une base solide, s'appuyant notamment sur l'équation d'Adler. Dans cette perspective, la thèse centrale est simple. 2 plasmas comparables peuvent différer par leur robustesse. Autrement dit, la stabilité apparente d'un régime n'épuise pas sa description utile. Un plasma peut sembler acceptable, mais rester fragile. Il peut être mal synchronisé, difficile à piloter ou coûteux à maintenir au-delà des mesures de densité standard. C'est précisément cette dimension intermédiaire que le manuscrit cherche à formaliser. Une meilleure lecture de la pilotabilité effective du plasma aide à maintenir les conditions physiques nécessaires à la fusion. Les documents intégrés renforcent cette orientation avec des bilans de puissance fusion P-Brems et le rôle de ZF. Ils rendent plus concrète la partie commande, en fournissant des critères pratiques tels que delta oméga sur oméga 0. Cette double contribution permet d'inscrire le manuscrit à l'interface de la fusion physique et de la commande plasma. Une partie du projet repose sur des hypothèses plus fortes, comme l'idée d'un état collectif du plasma noté 1,5. Cette hypothèse est conservée comme modèle minimal exploratoire, sans être confondue avec un fait expérimental acquis. La prudence sur ce point est essentielle. L'ambition réelle n'est pas de proclamer une découverte, mais de construire un cadre. Un cadre où N, T et Tau E restent les références physiques, tandis que SF et DT deviennent des outils de pilotage. Sous cette forme, le manuscrit ne s'oppose pas à la physique standard, il en propose une surcouche opératoire. Le texte s'organise autour d'une progression hiérarchisée, cadre général, méthodologie expérimentale et discussion critique. Le manuscrit étend ensuite ce cadre à différentes familles de dispositifs, du tokamak compact au Z-pinch pulsé. C'est cette exigence de testabilité qui donne au projet sa portée, une proposition structurée et falsifiable pour l'avenir. Une proposition située à l'interface entre physique des plasmas, fusion contrôlée et ingénierie du pilotage. Merci à tous. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans ce premier volume révisé de notre grand traité consacré au pilotage effectif des régimes plasma. Ce travail propose un cadre de pilotage destiné à la conduite de dispositifs de fusion.
Il ne remplace pas la physique classique, mais y ajoute une couche de commande. Nous distinguons deux niveaux, le niveau physique de performance, lié aux grandeurs usuelles, et le niveau effectif de pilotage, fondé sur la synchronisation. La performance reste déterminée par des quantités standards. Le cœur du projet est d'aider la machine à maintenir ses zones physiquement favorables. Rappelons le critère de Lawson. Le produit de la densité, de la température et du temps de confinement doit dépasser un certain seuil pour le gain net. La fusion croît avec la densité et la réactivité, tandis que les pertes de freinage augmentent avec le Z effectif et la température électronique. Pour les scénarios aneutroniques, les fenêtres sont plus hautes, de 100 à plus de 300 kV électron-volts pour la réaction proton-bohr. En somme, la fusion utile est le maintien conjoint de la densité, de la température et du confinement. C'est notre objectif central. Pour piloter cela, nous introduisons l'indice effectif de contrainte, SF, condensant l'information de multiples diagnostics. SCF suit le champ interne, les fluctuations de densité et les pertes radiatives pour évaluer la santé du régime en temps réel. À cela s'ajoute la mémoire lente, D de T, car un plasma ne dépend pas seulement de son état présent, mais aussi de sa trajectoire passée. Cette équation modélise l'inertie du régime. Elle nous dit comment la contrainte s'accumule et s'évacue au fil du temps. La commande K de T représente l'effort adaptatif requis. C'est le pilotage qui compense les instabilités pour rester dans la zone cible. Elle se compose d'un effort de base, d'un terme de synchronisation et d'une compensation liée à la mémoire accumulée. La boucle PLL ajuste fréquence et phase. Elle cherche le verrouillage dynamique pour minimiser l'effort de stabilisation. C'est l'analogie du nageur. En pilotant le rapport entre le potentiel et la réponse, on cherche à rendre le plasma transparent à ses propres pertes. Abordons maintenant l'hypothèse de l'état 1,5. Au voisinage d'un seuil, le plasma pourrait adopter un comportement collectif. Dans ce modèle, le système est décrit par deux branches cohérentes. Un faible biais suffit alors à sélectionner une direction privilégiée. La signature de cet état est une susceptibilité anormalement forte, proportionnelle au carré du nombre de particules impliquées. L'état 1,5 induit une mémoire de branches. Une fois engagé, le plasma tend à rester dans sa configuration, créant une stabilité nouvelle. Formulons cela avec prudence. Ce n'est pas une loi établie, mais un modèle exploratoire offrant des signatures testables et falsifiables. Ces signatures, comme le phase locking facilité, se distinguent des prédictions de la magnéto-hydrodynamique classique. Comment cela s'articule-t-il? Une meilleure synchronisation réduit les pertes et les décrochages brutaux du plasma. En stabilisant le régime, nous augmentons la probabilité de maintenir conjointement la densité, la température et le confinement. Le cadre SF et K fournit une représentation du coût dynamique. Moins l'effort de contrôle est grand, plus le régime est robuste. Il est essentiel de respecter cette hiérarchie. Des bilans établis aux hypothèses testables sur l'auto-organisation du plasma. Nous cherchons à atteindre le régime directeur, un état où le plasma devient un système structurant pour sa propre commande. Ce cadre améliore aussi la détection des pré-transitions, nous permettant d'anticiper les ruptures avant qu'elles ne surviennent. La valeur de ce modèle sera jugée sur sa capacité pratique à améliorer la tenue du régime et la cohérence dynamique de la machine. Enfin, il s'agit d'ouvrir la voie vers un gain énergétique net en régime stationnaire, le Graal de l'énergie symbiotique. Résumons, la fusion est gouvernée par Lawson, mais l'accès à la zone favorable dépend de la qualité de notre synchronisation. L'effet d'Ennis rappelle que les effets d'histoire sont cruciaux. La mémoire du bulk doit être intégrée dans toute boucle de contrôle moderne. Nous attendons les signatures expérimentales de l'état 1,5, susceptibilité géante et hystérésis, pour valider ce nouveau paradigme. L'architecture de contrôle hiérarchisé, du capteur à l'actionneur, est le bras armé de cette théorie effective. C'est un modèle minimal, mais puissant. Il offre une représentation pilotable de ce qui était autrefois jugé trop complexe. Nous avons posé les bases d'une gestion intelligente de la contrainte. Le volume 1 du Grand Traité marque cette étape vers la fusion stable. Ce chemin nous rapproche de la civilisation du bulk, une type 1 sur l'échelle de Kardashev, maîtrisant enfin son énergie. Je tiens à remercier tout particulièrement Denis Mamolar pour sa vision et son soutien constant dans cette quête de savoir. Merci de votre attention, messieurs, mesdames, que la synchronisation soit avec vous. À bientôt pour le volume 2. Fin du volume 1. Pilotage et régime, droit réservé, atomie, archives de la fusion. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui la pierre angulaire de notre édifice, la méthodologie expérimentale. Le cadre théorique de la TVS n'a de valeur que s'il repose sur une procédure explicite, reproductible et falsifiable.
Nous détaillons ici les diagnostics plasma standards couplés à la reconstruction effective du régime dynamique. Notre protocole s'articule en 2 étages, la mesure des grandeurs physiques et l'analyse de la stabilité de pilotage. Le premier étage évalue les performances de fusion. C'est la base matérielle indispensable à toute observation. La distinction entre température ionique et électronique est notre premier indicateur de qualité énergétique. Dans nos scénarios aneutroniques, nous visons un fonctionnement où les ions sont bien plus chauds que les électrons. Cela permet de limiter les pertes radiatives tout en maintenant une réactivité de fusion utile. Les diagnostics recommandés incluent le CXRS pour les ions et le système Thomson pour les électrons. Vient ensuite la densité utile du plasma, grandeur centrale de tous nos bilans énergétiques. Nous utilisons l'interférométrie et la réflectométrie pour reconstruire la densité locale et moyenne. Il faut distinguer la densité moyenne, ses fluctuations et surtout la densité utile effectivement stabilisée. Le troisième pilier concerne les pertes radiatives. La charge effective ZF doit rester proche de l'unité. La bolométrie et la spectroscopie nous permettent de contenir le freinage radiatif, ennemi de la fusion. Enfin, l'activité MHD et la cohérence magnétique signent la stabilité ou l'instabilité du plasma. Les sondes de Mirnov et la reconstruction des champs internes sont nos capteurs de survie opérationnels. Cet ensemble constitue le lien direct entre la physique standard et notre hypothèse de régime structuré. Passons au second étage. Ici, nous réorganisons les signaux pour produire une lecture synthétique du régime. Nous définissons un vecteur d'observation enrichi, noté A'(T), regroupant toutes les grandeurs physiques. Nous y intégrons les courants et tensions de conversion directe, essentiels dans nos scénarios de réacteurs. L'erreur de phase delta-phi joue un rôle clé dans les architectures de synchronisation PLL. Ces signaux bruts sont transformés par nos observateurs en variables plus stables et représentatives. Nous obtenons le vecteur observé X-hub qui définit la structure spectrale et la mémoire du régime. C'est à partir de là que nous reconstruisons l'indice de contrainte effective, SF. SF est une fonction de nos diagnostics, calibrée pour respecter les seuils opératoires de la machine. Une écriture linéaire normalisée permet de pondérer l'influence de chaque diagnostic physique. Cette écriture montre comment le cadre de régime dialogue directement avec les performances de fusion. La mémoire lente D de T introduit l'inertie du système. Elle garde une trace des contraintes passées. Gouvernée par la constante de temps tau D, elle permet de détecter une fragilité accumulée. Elle nous aide à distinguer un pic de contrainte bref d'une dégradation lente, préparant une transition. Le bloc synchronisation est le cœur du pilotage. Il formalise le verrouillage de phase par la PLL. L'équation d'Adler définit les conditions de capture du plasma par notre commande externe. Nous imposons des fenêtres de capture strictes comme un écart de fréquence inférieur à 10%. La variable Q-sync mesure alors la qualité de ce verrouillage, lien entre théorie et commande. Pour valider ces résultats, nous utilisons une logique go/no-go en 3 niveaux progressifs. Le niveau A valide que le plasma est correctement diagnostiqué. Température et densité sont certifiés. Le niveau B confirme que notre commande enrichie stabilise le régime mieux qu'un pilotage standard. Enfin, le niveau C cherche les signatures fortes, capture PLL robuste et baisse du coût de correction. Cette hiérarchie évite de sauter trop vite d'un succès de contrôle à une affirmation physique majeure. Le protocole révisé repose sur la comparaison systématique entre pilotage standard et pilotage TVS. La validation hors échantillon assure que nos résultats sont reproductibles sur différentes configurations. Notre protocole n'est plus seulement un outil de stabilité, il devient le juge de la réalité du régime directeur. Mieux maintenir les conditions physiques utiles, tel est l'objectif de notre ingénierie du vide. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Le verdict de la balance est proche. Mesdames et messieurs, entamons la 3e partie de notre discussion critique révisée sur le statut physique du cadre TVS. Les nouveaux documents renforcent le manuscrit, mais ils imposent aussi une clarification plus stricte de son statut scientifique. Ils apportent des éléments concrets, critères de Lawson, bilan de puissance, diagnostic standard et seuil opérationnel go, no go. Cependant, les formulations fortes comme automagnétisation ou état 1-2 doivent être recadrées pour rester académiquement défendables. Nous répondrons à 4 questions. Qu'est-ce qui est standard? Qu'est-ce qui est un modèle effectif? Qu'est-ce qui reste exploratoire et jusqu'où peut-on défendre l'ensemble? D'abord, ce qui est solidement ancré. Le premier rapport net des documents est de mieux situer le manuscrit dans la physique classique de la fusion. Le mémo aneutronique introduit la dépendance de la puissance de fusion à N et à la section efficace, ainsi que les pertes de Bremsstrahlung.
Il intègre le critère de Lawson Standard et la stratégie d'écart de température entre ions et électrons pour les canaux réactionnels. Cela change tout. Le manuscrit n'est plus seulement une réflexion sur la stabilité. Il se raccorde désormais à des objectifs fusion identifiables. Le projet cherche désormais explicitement à améliorer le maintien du plasma, là où les variables de Lawson deviennent conjointement favorables. Cette base permet de fixer un niveau de solidité. Le manuscrit reconnaît les critères classiques et construit sa commande au-dessus d'eux. Le deuxième bloc est celui du cadre effectif de pilotage. Le réacteur hybride utilise une logique d'observation par capteur couplée à une boucle PLL. Le manuscrit défend ici qu'il est utile de reconstruire un état de régime à partir de plusieurs diagnostics plutôt que de grandeurs isolées. Il devient légitime de distinguer contraintes instantanées, mémoire lente et cohérence dynamique pour structurer le pilotage via la variable K. Ces variables ne sont pas de nouvelles grandeurs fondamentales, mais des grandeurs reconstruites de régime essentielles au contrôle. Cette couche est académiquement recevable tant qu'elle reste testable et présentée comme un modèle effectif, non comme une théorie fondamentale. Le point le plus spéculatif reste l'hypothèse de l'état collectif, 1-2, où le plasma se réduirait à un sous-espace à deux branches. Ce modèle est intéressant car il propose une explication compacte d'une transition vers un régime plus cohérent lié à la synchronisation. Mais soyons clairs, rien ne constitue encore une validation expérimentale robuste de cet état comme nouveau régime reconnu. La bonne formulation est celle d'un modèle exploratoire destiné à produire des signatures mesurables sans être un résultat établi. Concernant l'automagnétisation, l'intuition est claire. Un régime où la commande accompagne la dynamique interne plutôt que de la forcer. En milieu académique, il faut écrire que l'on explore des régimes où la stratégie la plus efficace consiste à se synchroniser avec la dynamique interne. Cette reformulation évite de transformer une hypothèse en fait, tout en gardant la force du concept original. La logique PLL a désormais un statut beaucoup plus propre, formulé à partir de l'équation d'Adler et d'une discussion sur l'extraction inductive. La PLL apporte un schéma de synchronisation dynamique et un verrouillage de phase pour accompagner un mode mesuré. Mais elle n'apporte pas à elle seule la preuve d'un nouvel état plasma ni de l'autosuffisance énergétique. C'est une brique d'ingénierie sérieuse. Les documents incluent aussi des architectures hybrides riches, allant du Z-pinch à la production d'hydrogène et de deutérium. Il faut hiérarchiser. Ne mélangez pas l'hypothèse physique, l'architecture de commande et les procédés industriels sous peine de perdre en crédibilité. Le corps principal doit rester sur la physique et la commande. Les blanquettes ou la chimie aval appartiennent aux annexes d'ingénierie. À ce stade, nous pouvons affirmer que la stabilité dépend de la qualité de synchronisation et que la reconstruction via SF est justifiée. Nous affirmons que certains régimes plus cohérents peuvent être recherchés expérimentalement comme hypothèse testable. En revanche, ne prétendez pas qu'une fusion stable est déjà démontrée ou qu'un gain net industriel résulte déjà de cette architecture. C'est cette discipline d'énonciation qui fera la différence entre un texte spéculatif et un texte exploratoire sérieux. La vraie difficulté reste le passage du modèle de régime à la validation machine. Le saut expérimental demeure considérable. Entre un verrouillage de phase sur banc et un plasma robuste, il y a le bruit, la latence et la saturation des actionneurs à surmonter. L'enjeu n'est pas encore la preuve réacteur, mais la construction d'une chaîne testable allant du diagnostic à l'amélioration du maintien. En conclusion, les nouveaux documents renforcent réellement le projet en apportant une base physique et une architecture de conversion concrète. Ils offrent un modèle minimal structuré pour l'état, 1-2, avec des critères pratiques et des gammes paramétriques claires. Le manuscrit reste un travail théorique exploratoire visant à relier performance fusion, lecture de régime et synchronisation dynamique. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. La suite de nos travaux en dépend. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui la section 4 de notre grand traité consacré à la synchronisation dynamique révisée et à la logique PLL. Dans la genèse de nos travaux, la synchronisation n'était qu'une extension. Elle acquiert désormais un statut de brique de contrôle fondamentale et identifiable. Nous la discuterons à 3 niveaux, comme mécanisme de verrouillage, outil de réduction de la contrainte dynamique et révélateur de régime plasma cohérent. Pourquoi la phase compte-t-elle ? Dans un régime proche du seuil, l'énergie injectée ne suffit plus à définir la qualité du pilotage, c'est la cohérence qui prime. Une commande peut agir en cohérence avec la dynamique du plasma, ou en déphasage total, rendant le système instable malgré la puissance déployée. Le plasma est suivi en temps réel. Une boucle à verrouillage de phase, ou PLL, ajuste fréquence et phase des alimentations pour rester synchronisée. Retenez cette intuition.
Un plasma est difficile à maintenir non seulement par exigence énergétique, mais souvent par un mauvais couplage dynamique à sa commande. Dès lors, la phase n'est plus un raffinement secondaire. Elle devient une composante centrale du coût de pilotage de notre réacteur. Passons au formalisme. La preuve de principe analytique pose la dynamique de phase relative via l'équation d'Adler. Un point fixe stable existe si le désaccord de fréquence est inférieur au gain K. C'est ce qui définit mathématiquement notre bande de capture. Dans le cas verrouillé, la phase tend vers une constante. Sans verrouillage, elle dérive sans borne, menant à la rupture du régime. Ce cadre analytique relie le vocabulaire de notre projet à une littérature de contrôle rigoureuse et établie. Pour notre manuscrit, nous introduisons l'erreur de phase E-phi et l'erreur de fréquence EF comme variable d'état fondamentale. Nous définissons Q-sync, la qualité de synchronisation, par une fonction exponentielle de l'erreur de phase. Plus l'erreur est faible, plus Q est proche de l'unité. Ce point est crucial. Il articule l'intuition physique, le contrôle industriel et notre vocabulaire personnel sans les confondre. Que nous apporte réellement la PLL ? Elle détecte les signatures du régime et se synchronise sur la fréquence propre du plasma. Les tests confirment une capture en moins de 300 millisecondes, un critère de performance remarquable pour nos configurations. Elle permet une réduction du déphasage entre le plasma et ses actionneurs, stabilisant le mode dominant. Prudence cependant, la PLL ne prouve pas à elle seule l'existence d'un nouvel état physique ou d'une fusion stable. Cette distinction doit rester explicite dans notre défense académique pour protéger la solidité du manuscrit. L'avancée majeure consiste à intégrer la synchronisation dans la contrainte dynamique globale SF. Nous isolons S-sync, la contrainte liée à la désynchronisation qui peut exciter des oscillations parasites si elle n'est pas maîtrisée. L'idée est d'accompagner le plasma plutôt que de le contraindre brutalement. C'est l'essence même de notre pilotage. La loi de commande KT est enrichie par un terme delta K-sync, dépendant directement de la qualité du verrouillage. Nous distinguons ainsi la correction de contrainte, la correction de synchronisation et celle liée à la mémoire lente de Dennis. Ce raffinement permet de tester si la synchronisation apporte réellement un gain par rapport à une commande standard. La PLL s'insère dans une chaîne plus large incluant l'extraction inductive, où le plasma induit un courant récupérable. Une bobine chargée se traduit par une résistance équivalente positive, signe d'une rétroaction énergétique mesurable. Néanmoins, l'existence d'une extraction ne démontre pas encore l'autosuffisance énergétique totale du système. La synchronisation joue un double rôle. Elle garantit la qualité du pilotage et stabilise le couplage avec l'extraction. Si un régime plus cohérent existe, alors la PLL est le meilleur outil pour le détecter et le suivre fidèlement. Attention à la symétrie logique. La présence d'une PLL ne prouve pas un nouvel état physique, elle permet seulement son exploration. Nous suivons des critères stricts, erreur de phase, temps de capture et comparaison entre mode verrouillé et non verrouillé. Cette montée en puissance expérimentale est essentielle pour valider scientifiquement nos hypothèses les plus audacieuses. Le manuscrit peut désormais défendre que la synchronisation est une variable légitime et quantifiable du pilotage. L'erreur de phase et la qualité de synchronisation sont désormais totalement intégrées à notre cadre théorique global. La PLL devient l'interface rigoureuse entre notre commande, nos diagnostics et la cohérence dynamique du bulk. Ainsi se conclut notre étude de la synchronisation. La voie est libre pour l'exploration des régimes supérieurs. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui un tournant crucial de notre étude, l'ancrage de la théorie dans la réalité des machines. Le cadre que nous avons bâti, fondé sur la commande K et la synchronisation PLL, doit maintenant se confronter aux configurations plasma concrètes. Nous ne parlons plus seulement de familles de dispositifs, mais de gammes paramétriques et de critères de capture précis. Notre modèle n'est pas une formule universelle figée, mais une architecture de pilotage adaptable à la morphologie de chaque machine. Le noyau reste constant. Détecter un état, synchronisé par PLL, et maintenir le régime par une commande adaptative. Cependant, les variables dominantes et la vitesse des phénomènes changent radicalement d'une configuration à l'autre. Considérons d'abord le tokamak et le stellarator compact. C'est ici notre terrain de validation générale le plus naturel. Avec des paramètres identifiés et une richesse diagnostique inégalée, c'est le laboratoire idéal pour tester l'indice SF. Ici, les composantes de SF sont claires. Activité MHD, fluctuation de densité et proximité du seuil bêta critique. Le cadre apporte une meilleure détection des pré-transitions et une réduction des corrections brutales nécessaires au maintien.
Passons aux configurations FRC et Spheromac, privilégiées pour l'étude des régimes compacts et auto-organisés. Ces machines demandent une commande rapide mais structurée pour éviter les décrochages brutaux du plasmoïde. Le pilotage TVS permet ici de distinguer un état simplement compact d'un état réellement pilotable sur le long terme. La synchronisation Q-Sync devient un moyen de suivre la vie interne du plasma au lieu de simplement lui imposer une force. La colonne RF et l'hélicon représentent le cas stratégique pour valider notre logique de type PLL. Ici, la relation entre excitation et réponse du plasma est directe, loin des complexités des grandes machines. C'est le terrain parfait pour mesurer la signature Chi et démontrer le verrouillage de phase en conditions réelles. Nous y proposons un programme progressif, capture sur plasma froid, puis mesure des zones de verrouillage Q5. Le Z-pinch pulsé, quant à lui, est notre stress test. Nous quittons ici le confort de la stabilité durable. Avec des impulsions de quelques microsecondes, la mémoire lente du bulk s'efface devant l'urgence de la capture. Le cadre devient ici événementiel. Il s'agit d'identifier l'instant exact de la bascule et la qualité de l'impulsion. Le Z-pinch ne prouve pas la stabilité, il éprouve les limites temporelles de notre architecture de pilotage. Enfin, évoquons les systèmes hybrides et les centrales multiproduits. Nous entrons ici dans l'ingénierie système. Le bus DC priorisé et la gestion des blanquettes relèvent de l'architecture énergétique et non plus du noyau physique. C'est pourquoi ces éléments doivent rester en annexe afin de préserver la rigueur de notre charpente scientifique. Séparer la commande plasma de l'extrapolation industrielle est le gage de notre crédibilité académique. Résumons. Le tokamak valide la structure complète grâce à sa richesse diagnostique exceptionnelle. La FRC teste la relation entre auto-organisation et coût dynamique de maintien du régime. La colonne RF fournit la preuve directe du verrouillage de phase et de la capture par la PLL. Le Z-pinch définit nos frontières de rapidité et la réussite des captures d'énergie instantanées. L'enseignement majeur est là. Il ne faut pas imposer une forme identique de pilotage à toutes les machines. Le cadre TVS est une méthodologie adaptable. C'est sa plus grande force, car il respecte la nature propre de chaque plasma. Nous sortons ainsi d'une pseudo-loi universelle pour entrer dans l'ère de l'instrumentation intelligente. Ces nouveaux documents transforment notre liste de configurations en une véritable cartographie stratégique des usages. Le projet dispose désormais de gammes paramétriques et de bandes de synchronisation validées pour chaque architecture. Nous défendons une position claire. Le cadre TVS est l'outil indispensable partout où la robustesse du régime est une variable structurante. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Nous nous retrouverons pour la synthèse finale. Travaillez bien. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui un pilier de notre grand traité, l'architecture de contrôle révisée. Le cadre théorique de la TVS n'a d'intérêt pratique que s'il se traduit par une architecture de contrôle cohérente et testable. Nous décrivons ici un système concret. Chambre plasma, bobines auxiliaires, capteurs de flux et unités de synchronisation PLL. L'idée directrice est simple. La commande ne doit pas agir sur des signaux bruts, mais sur une représentation reconstruite du régime. C'est une hiérarchie qui va du diagnostic à l'estimation de cohérence jusqu'au calcul de la commande K et l'action finale. Tout commence par le bloc de diagnostic. C'est ici que nous captons le souffle même du plasma dans sa prison magnétique. Nous définissons un vecteur de mesure brut intégrant champ magnétique, densité, rayonnement et fréquence de phase. Ce bloc alimente deux lectures, une physique standard et une lecture effective pour le pilotage du régime dynamique. Vient ensuite le bloc des observateurs. Son rôle est de transformer le bruit hétérogène en une information utile et stable. Il produit des estimateurs de phase, des indicateurs spectraux et des scores de stabilité pour alimenter la boucle suivante. Le bloc central calcule alors l'indice de contrainte dynamique, SF, véritable thermomètre de la tension du vide. Cette mesure est reliée à nos seuils critiques, garantissant que le plasma reste dans sa fenêtre de capture opérationnelle. Parallèlement, nous calculons DT, la mémoire lente du régime, qui enregistre l'accumulation des fragilités structurelles. Cela permet de distinguer une simple perturbation d'une dérive profonde liée à la mémoire de branche dans l'hypothèse 1-2. Nous arrivons au cœur dynamique de la boucle, le bloc de synchronisation PLL, gardien de la cohérence. En mesurant l'erreur de phase entre le plasma et la commande, nous définissons la qualité de synchronisation Q-Sync. L'équation d'Adler nous fournit la forme minimale du verrouillage. Si la différence de fréquence est trop grande, le lien se rompt. Ce bloc détecte si le régime est verrouillable et fournit une alerte précoce en cas de dégradation de la cohérence. Le bloc de décision synthétise tout. Contrainte, mémoire et synchro. Il calcule alors la commande K.
K n'est pas qu'un chiffre, c'est un vecteur de scheduling agissant sur le magnétisme, la RF et les phases d'excitation. Les actionneurs sont les muscles de notre architecture. Ils modifient directement l'état physique du plasma. Ils assurent le confinement et la stabilisation via des séquences d'impulsions et des corrections magnétiques rapides. Vient ensuite la chaîne d'extraction inductive, transformant l'énergie du vide en un flux continu sur le bus DC. Attention, la commande vise le maintien du régime, tandis que l'extraction vise le transfert d'énergie. Deux rôles distincts. Tout système sérieux impose des verrous de sécurité. Nous surveillons les températures et les dérives de champ en continu. Aucune commande n'atteint les actionneurs sans passer par ce bloc de validation indépendant. La sûreté est non négociable. Résumons cette architecture révisée sous la forme d'un schéma fonctionnel complet et synthétique. Des diagnostics au pré-traitement, nous reconstruisons l'indice de contrainte en temps réel pour chaque cycle. Nous intégrons la mémoire longue et la synchronisation PLL pour décider de la meilleure valeur de commande K. L'actionneur répond, le plasma réagit, et une nouvelle boucle de mesure commence instantanément. Une symphonie cybernétique. Cette structure n'est pas seulement élégante, elle permet de tester séparément nos hypothèses fondamentales. La reconstruction SF apporte-t-elle vraiment une meilleure lecture que les signaux bruts? C'est notre premier test. La mesure de Q-Sync améliore-t-elle réellement la stabilité globale? Les tests de synchronisation nous le diront. Enfin, la commande K permet-elle de réduire l'énergie nécessaire au maintien du régime? Un enjeu industriel majeur. Cette décomposition évite une validation en bloc trop vague et garantit la rigueur scientifique de notre démarche. L'architecture du manuscrit franchit ainsi un cap. Nous ne parlons plus d'idées, mais d'une chaîne testable d'actions. C'est la fin de ce volume. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Le futur est en marche. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui une section cruciale de notre traité, la validation expérimentale de notre cadre de pilotage. Un cadre scientifique n'a de valeur que s'il peut être évalué par des indicateurs observables, comparables et rigoureusement rapportés. Nos nouveaux documents renforcent cette exigence en fournissant des critères pratiques, stabilité, capture PLL et objectifs de gain énergétique. Nous organisons cette évaluation autour de 4 questions. Le régime est-il stable? Le coût est-il maîtrisé? La synchronisation est-elle réelle? Sommes-nous proches de la fusion? En somme, notre mesure de performance doit rester double. Elle concerne autant le plasma lui-même que la qualité de notre pilotage. Le premier groupe de métriques concerne la tenue du régime, c'est-à-dire notre capacité à maintenir le plasma dans une zone admissible. Nous définissons T-hold, la durée pendant laquelle le plasma reste stable selon nos bornes de densité, de température et de synchronisation. Le taux de perte, air loss, nous permet de comparer l'efficacité du pilotage standard face à notre pilotage enrichi par SF, la mémoire D de T et la PLL. L'indicateur S de T reste notre juge de paix pour la logique go-no-go, assurant que le dispositif tient physiquement son état. Attention toutefois à distinguer la stabilité du dispositif de l'indice de contrainte SF, qui mesure à quel prix dynamique ce régime est maintenu. Le deuxième ensemble de métriques porte sur le coût de commande, car stabiliser est une chose, le faire avec parcimonie en est une autre. L'indicateur JK quantifie l'effort total de contrôle. Il nous révèle quelle stratégie répartit le mieux l'effort et limite les pics de sollicitation. Un bon régime est un régime où la commande n'a pas besoin de forcer. La baisse de variabilité de K de T indique un système naturellement pilotable. Nous surveillons également le stress des actionneurs. Fréquence de saturation et reconfiguration d'urgence sont des données vitales pour l'ingénierie. Abordons maintenant le cœur de notre innovation, la synchronisation et la cohérence dynamique, fondée sur le verrouillage phase-fréquence. L'erreur de phase EFI et la qualité Q-Sync deviennent nos boussoles. Nous mesurons le temps passé en synchronisation parfaite ou T-Sync. Les critères de capture PLL sont précis, un verrouillage en moins de 300 millisecondes pour une robustesse garantie face aux instabilités. En cartographiant la bande de capture, nous prouvons que notre système n'est pas juste chanceux, mais réellement pilotable et robuste. Enfin, le quatrième étage d'évaluation nous rapproche des conditions ultimes, la fusion aneutronique et ses bilans de puissance. Nous devons rapporter les températures TI et TE. Un bon verrouillage ne suffit pas si les ions ne restent pas dans la fenêtre de fusion requise. La densité électronique doit être stable. Elle est rapportée non pas seule, mais avec sa qualité dynamique intrinsèque. Le temps de confinement énergétique taux E, bien que complexe à mesurer en ligne, reste notre référence absolue pour la viabilité du réacteur. Nous visons un gain Q supérieur à 1 en régime stationnaire.
C'est l'objectif de performance ultime, le Graal de notre entreprise scientifique. Pour un reporting robuste, nous devons savoir interpréter la grammaire des courbes. Voici ce que nous attendons d'un régime sain. Un régime robuste affiche un SF modéré et contenu. Une dérive prolongée, au contraire, est le signe avant-coureur d'une perte de contrôle. La grandeur de mémoire D de T est plus lisse. Elle croît lorsqu'une fragilité s'accumule dans le bulk, témoignant d'une fatigue du système. Un pilotage enrichi efficace produit une commande K de T plus régulière, privilégiant l'anticipation sur la réaction brutale. Enfin, Q-Sync doit rester proche de l'unité. Sa chute progressive ou des ruptures de cohérence répétées annoncent la fin imminente du régime. Pour éviter l'auto-validation, nous comparons 4 niveaux, du pilotage standard jusqu'à notre intégration complète avec SF, D de T et PLL. Cette logique d'ablation est indispensable pour répondre à la question: qu'est-ce qui apporte réellement le gain? Est-ce la mémoire ou la PLL? Le succès se manifeste par une augmentation de T-hold, une baisse du coût JK et une meilleure lisibilité des pré-transitions critiques. Dans les variantes avec extraction, la stabilité de la puissance convertie et l'efficacité de la rétroaction sont nos preuves ultimes de réussite. A l'inverse, nous devons rester lucides. Si SF ou la PLL n'apportent aucun gain mesurable, le cadre devra être considéré comme non pertinent. Cette rigueur nous protège contre les conclusions hâtives. La science exige des résultats robustes et surtout reproductibles entre campagnes. Pour une présentation sérieuse, nous rapportons SF, D de T, K de T et Q-Sync, accompagnés de diagnostics physiques de référence. Ces tableaux comparatifs regroupant temps de capture et bilan de puissance sont la base concrète de notre validation académique. Le manuscrit défend désormais une méthode de validation structurée. Passons maintenant à notre conclusion générale. Merci de votre attention. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous voici arrivés au terme de cette révision majeure de notre manuscrit. Le présent manuscrit a proposé un cadre effectif de lecture, de pilotage et d'évaluation des régimes plasma appliqués à des dispositifs de fusion magnétique ou hybride. L'ambition n'était pas de remplacer les descriptions fondamentales de la physique des plasmas, mais d'introduire une couche intermédiaire. L'un des apports majeurs de la révision récente est d'avoir clarifié la hiérarchie du projet, un point crucial pour notre clarté pédagogique. Au niveau le plus fondamental, la performance de fusion reste gouvernée par les grandeurs usuelles, densité, température et temps de confinement. C'est la logique du critère simplifié de Lawson, complété par les bilans entre puissance de fusion et perte radiative. Les documents récents ont permis d'ancrer explicitement le manuscrit dans cette base standard, ajoutant les diagnostics et la compression magnétique. Au niveau intermédiaire, le manuscrit a développé un cadre effectif de régime fondé sur 4 objets principaux que nous allons détailler. L'indice de contrainte dynamique SF et la mémoire lente DT, associés à l'effet Dennis, forment le socle de notre lecture. S'y ajoute la qualité de synchronisation dynamique, Q-Sync, et la commande K comme variable adaptative de pilotage. L'idée centrale est que 2 plasmas comparables peuvent différer fortement par leur robustesse et leur sensibilité aux perturbations. Le rôle du cadre est de mieux décrire la pilotabilité effective du régime pour maintenir les conditions utiles à la fusion. Les nouveaux documents ont aussi permis de rendre beaucoup plus concret le lien entre la théorie et l'expérimentation pratique. L'introduction explicite d'une logique PLL, appuyée par la formulation d'Adler, a donné un statut rigoureux à la synchronisation dynamique. Celle-ci n'est plus une simple intuition, mais une variable de contrôle identifiable pour réduire le désalignement entre plasma et commande. Sur le plan architectural, le manuscrit a progressivement évolué vers une chaîne fonctionnelle complète. Diagnostic, reconstruction, décision. Les textes techniques ont apporté une logique opératoire claire de type détection, verrouillage, extraction et ajustement final. Le manuscrit a identifié plusieurs familles de dispositifs où ce cadre pourrait être testé rigoureusement. Le tokamak compact pour la validation générale et le FRC pour l'étude des régimes compacts et auto-organisés. La colonne RF pour la synchronisation et le Z-pinch pulsé pour tester les limites temporelles de notre cadre théorique. Enfin, les architectures hybrides relèvent d'une extension ingénierie qui complète notre noyau scientifique principal. Un point crucial est la clarification du statut de nos hypothèses fortes, notamment concernant l'état collectif 1-2. L'état n'est pas présenté comme un fait établi, mais comme un modèle exploratoire destiné à produire des signatures testables. Nous cherchons des signatures telles que la susceptibilité anormale, la mémoire de branche ou l'hystérésis du système. Cette prudence donne au manuscrit une assise sérieuse, plaçant l'intuition théorique au bon niveau académique.
Nous avons formulé une méthodologie de validation progressive, organisée par étages successifs et rigoureux. De la mesure des grandeurs physiques de référence à l'intégration de la synchronisation PLL, chaque étape est un jalon. Le cadre n'est pas seulement spéculatif, il est falsifiable. Nous acceptons la possibilité de l'échec ou de l'inutilité de SF. En définitive, la version actuelle du manuscrit nous permet d'énoncer une position claire et honnête sur l'état de nos recherches. Le projet ne démontre pas encore une fusion stable au sens réacteur, ni l'existence établie d'un plasma automagnétisé. C'est une tentative structurée de relier physique de fusion, dynamique de régime et ingénierie de pilotage dans un cadre opératoire. Sous cette forme, le manuscrit apporte un langage cohérent, une architecture de commande testable et une hypothèse exploratoire. La portée réelle de ce travail dépendra désormais de la suite expérimentale et des résultats que nous obtiendrons en machine. Si les métriques montrent une amélioration réelle de la stabilité et du coût de pilotage, alors notre cadre sera pleinement justifié. Dans le cas contraire, nous saurons le simplifier, le recalibrer ou, avec la même rigueur, partiellement l'abandonner. C'est précisément cette exigence de testabilité qui donne à ce manuscrit sa valeur de proposition méthodologique sérieuse. Nous nous situons à l'interface entre physique des plasmas, contrôle dynamique et exploration de régimes critiques. Merci de votre attention et que la rigueur guide vos prochaines expériences. À bientôt.